aujourd'hui, eh bien, Sandrine va nous montrer, va nous présenter et va vous donner beaucoup de choses. En fait, elle a fait plein de screenshots de nos outils, de nos stats, de tout ça. Elle aime bien en général montrer toute la réalité, hein, Sandrine. Moi, des fois, je rajoute un petit peu et tout, j'ai dû le corps, tout ça. Elle vous dit que la vérité. Elle est trop fortiche, cette Sandrine. Et donc aujourd'hui, elle va vous montrer comment attirer des leads via le référencement naturel, le SEO, et via le référencement payant Google Ads, et comment mesurer, piloter la conversion sur votre site web. Elle va vous montrer pas mal d'outils qu'on utilise, elle va vous montrer ses meilleures techniques et ce dont elle parle aussi à tous les clients de piloting qu'elle accompagne maintenant depuis plus d'un an. Ça fait combien de temps du coup, Sandrine? Presque 2 ans. Bientôt 2 ans. Je voulais pas dire 2 ans parce que je sais que ça fait pas exactement 2 ans. Ça Ouais, doit ouais. faire 1 an et 3 quarts, quoi. Un Allez. an et 3 quarts, un truc comme ça. Donc c'est cool. Donc au sommaire de ce webinaire, Sandrine va vous présenter l'approche du funnel AARRR. Donc ce n'est pas un mot allemand, le AR. C'est bien une approche marketing pour montrer comment performe votre entreprise d'un point de vue digital. Les étapes à la loupe, comment manœuvrer, comment mesurer tout ça, les modèles pratiques. Elle va vous partager pas mal de choses qu'on a de disponibles. Je vous mettrai tous les liens dans le chat. Et comment choisir son outil pour piloter ses conversions aussi. Et donc, qui est Sandrine? Donc, comme je disais, donc Sandrine, en plus d'être la personne qui a la même tête de cerf que moi chez moi, eh bien, c'est surtout la responsable du pôle formation chez Pilotine. Elle fait conseil et formation web marketing B2B. N'hésitez pas à l'ajouter sur LinkedIn si vous n'êtes pas encore en contact avec Sandrine sur LinkedIn. Elle est tip-top, elle donne toujours plein de tuyaux, plein de conseils. N'hésitez pas à lui poser des questions. Siniestro, alors CubeSide, Cancer et Lyon. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire CubeSide, tu nous en Alors, diras. c'est un mot français, donc on dit cuspide. Ouais, pardon, ouais, je suis dyslexique. En fait, je l'ai écrit parce que moi-même, je n'arrive jamais à m'en souvenir. Il y a peut-être des cuspides aujourd'hui. Les cuspides, ce sont des signes qui sont à cheval entre, enfin des dates anniversaires qui sont à cheval entre deux signes, en fait. D'accord, ok. Ah, t'étais pile à la limite en fait. Oui, voilà, c'est ça. Ok, trop forte. Et ton gâteau préféré, le cheesecake. Ouais. Voilà. Bon, moi, c'est la tarte aux pommes et tout. Donc, il y a tous les goûts dans la nature, donc ça, c'est top. Et donc, Sandrine a piloté aussi chez nous bien toute la partie Calliope, puisqu'on organise de formation Calliope depuis septembre, je crois. C'était un gros morceau, hein. Elle y a passé 6 mois avec Alix, tout ça, donc ce qui permet d'avoir une prise en charge à 100% des budgets OPCO, CPF de nos clients. On a certains clients même qui arrivent à aller jusqu'à 15 000 euros de prise en charge sur tout ça. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à demander à Sandrine. Elle a tous les tuyaux pour les bonnes prises en charge au bon moment, avec les bonnes personnes, avec les bons financements, tout ça. Elle aura toujours réponse à vos questions là-dessus. Sandrine, je te laisse te présenter brièvement et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet quand même. On va parler de Ah, merci, lead Julien. et aspirer Oui. tout ça. Bon, ben, je crois qu'on a compris hein, que je m'appelais Sandrine, que j'étais cuspide et que j'aimais le cheesecake. Donc, bonjour à tous, je suis vraiment ravie d'être là. Moi, j'interviens sur les leviers web marketing B2B. Donc, effectivement, social selling, marketing automation, SEA, SEO, analytics et globalement stratégie digitale. Donc, il y a effectivement certains d'ailleurs de nos apprenants qui sont là. J'interviens auprès des pros et puis aussi un petit peu auprès des écoles. N'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn, n'hésitez pas à interagir. Il y a des sujets sur lesquels je vais peut-être passer plus vite que d'autres. Je vais essayer de vous donner des tips. Donc, on verra parce que j'imagine que il y a des différents niveaux ou différentes questions qui se posent aujourd'hui. Donc, le chat est ouvert. J'essaierai aussi de répondre au fur et à mesure ou à la fin. Je vais essayer de parler assez vite pour qu'on ait le temps de tout dire. Et puis, si ça vous va, on va pouvoir démarrer. Allez, c'est parti. Parce que tu as plein de trucs à raconter, Ouais, effectivement. il y a quand même beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Vous avez vu, il y a 140 slides aujourd'hui. Non, un petit peu moins. Donc déjà, je vais revenir sur l'approche que certains d'entre vous connaissent déjà, mais qui est la base, parce que c'est la base ce qu'on appelle le growth marketing. Et pourquoi on est là aujourd'hui d'ailleurs? Pourquoi faire? Pourquoi on se parle de piloter sa conversion? Parce qu'il y a différents cas de figure. Ils sont peut-être là aujourd'hui. Vous nous direz dans le chat dans quel cas de figure vous êtes. Est-ce que vous êtes plutôt le dirigeant qui, lui, en général, veut plus de clients? C'est pas Julien qui va me contredire. Est-ce que vous êtes la directrice marketing en talons ou en basket qui a des objectifs à atteindre? Est-ce que vous êtes le bizdev qui veut juste
savoir où il en est et où il doit aller, ou peut-être opérationnel marketing qui se demande ce qu'il doit faire, sur quel levier appuyer, ou vous êtes peut-être un petit peu tout ça à la fois. Hein. Souvent, on a des doubles ou des triples casquettes. Donc, n'hésitez pas à nous dire, peut-être dans le chat, vous, voilà, dans quelle posture vous êtes, quelles sont les questions voilà, qui vous amènent d'ailleurs à assister à ce webinaire aujourd'hui, quelles sont les réponses que vous venez chercher, comme ça on pourra les prendre en compte. Alors, Allez-y, indiquez votre position alors. Plutôt voilà. dirigeant, responsable marketing, business développeur ou opérationnel dans le marketing. Sachant que tu m'avais dit que cette photo, elle vient genre d'un truc genre Festival de Cannes ou de Monaco ou je sais pas quoi. Ah, Et ça bah là, fait c'est la buzz. croisette, oui, bien sûr. Incroyable. Moi, je la connaissais pas cette photo, mais Sandrine était super contente de mettre la photo et de pouvoir mettre tous les profils. Donc effectivement, elle parle bien. Hein. Bon, il y en a, ils sont en chaussettes, d'autres ils sont en vacances, d'autres ils sont là pour taffer, mais ils savent pas quoi faire. Donc il y a un peu de tout. Ouais. C'est ça. Bon, c'est un petit peu du stéréotype, mais bon, vous aurez compris la démarche. Responsable marketing, ok, les mains dans les poches. Donc, comme je vous disais, Julien en a parlé en introduction, le ARRR, certains d'entre vous le connaissent, puisque c'est pour moi vraiment le socle de l'approche growth marketing. Hein. On parle de market fit et on parle ensuite d'automatisation, Julien dans le mot dirigeant. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore et pour qu'on soit tous d'accord, le modèle ARRR, si on s'en parle en français quand même, on va chercher à s'interroger sur d'où viennent nos clients, hein, notre audience cible, comment est-ce qu'ils nous trouvent. Sur la phase d'activation, on va évaluer comment ils interagissent avec nous la première fois. C'est là qu'on commence à parler de leads ou de prospects qui vont s'inscrire sur notre site web, qui vont télécharger un contenu, qui peuvent s'inscrire à un webinar comme vous aujourd'hui. Ensuite, ils vont passer en phase d'interaction. Alors, comment est-ce qu'ils restent dans la relation avec nous? Comment est-ce qu'ils reviennent s'ils sont peut-être déjà clients d'ailleurs? Ensuite, on va passer en phase vente, bien sûr, un petit peu la finalité. Et là, on va s'interroger sur comment sont pilotées les transactions. Donc, je vous présenterai des modèles et ça, c'est vraiment une partie assez importante quand l'objectif, ça va être de traduire tout ce que les marketeurs ici présents auront fait pour satisfaire le dirigeant qui veut des clients. Et puis la dernière étape, ça va être de transformer ces clients en ce qu'on appelle des clients ambassadeurs, bien sûr. Comment nos clients nous évaluent, comment ils nous recommandent, comment ils nous laissent des avis. Je sais que c'est souvent une question. Et puis, comme vous le voyez, entre chacune de ces étapes, il y a ce qu'on appelle un niveau de conversion. Et bien souvent, quand on est sur ces problématiques de transformation, de pilotage d'activité et de conversion, on va s'interroger sur est-ce que je remplis bien toutes ces étapes et qu'est-ce que je mets en face de chacune de ces étapes. Donc ça, c'est vraiment la première chose à étudier. Et ça peut s'appliquer d'ailleurs sur l'entreprise ou même sur un projet. Et puis, qu'est-ce que ça donne derrière quand on rentre effectivement dans une logique de piloter, d'indicateur? Ça donne ça. Donc là, je vous donne le modèle Pilotine, c'est l'exemple Pilotine à date. Pourquoi? Parce que, et Julien sera là pour confirmer, forcément, à un moment donné, quand l'activité aussi se développe, on a besoin de plus en plus d'être au plus près de nos indicateurs de performance, bien sûr, pour ajuster. Donc là, ce qu'on voit sur le comparatif, par exemple 2021 et nos objectifs 2022, clairement, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire qu'on vise un trafic mieux qualifié et ainsi un taux de conversion, vous voyez, qui s'améliore parce que bas de ligne, on va l'améliorer de 0,05 points. Alors, ce chiffre, je ne sais pas pour vous comment vous le voyez, il peut vous paraître peut-être faible, mais un taux de conversion, on me pose souvent la question. Des taux de conversion qui sont au-delà de 1%, c'est quand même globalement assez rare. 2019, Pilotine était à 0,16%. L'année dernière, à 0,3%. Cette année, on vise 0,35%. Globalement, ça veut dire qu'on améliore effectivement notre captation de leads qualifiés et on a aussi une meilleure transformation grâce à notre justement structuration et pilotage. Donc, c'est un petit peu ça qu'on va essayer de regarder à la loupe aujourd'hui.
Donc, le premier levier, qui est le levier d'acquisition, comment les internautes nous trouvent? Les internautes, déjà là, on va pouvoir poser des indicateurs sur la diffusion de notre contenu, sur le clic, justement, sur l'interaction. On va pouvoir déjà évaluer un coût d'acquisition et un premier taux de conversion en soi. Alors, on fait un focus, nous, en particulier aujourd'hui, sur les moteurs de recherche. C'est le sujet. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a plus de 85% des Français qui sont connectés. Et c'est un chiffre qui progresse encore, puisque ça, c'est le chiffre à date. Étonnamment, c'est encore en progression par rapport à l'année dernière. Comme vous le savez, Google, c'est 92% du search en France et même au niveau international, ça se tient, 91, 80, 92%. Mais pourquoi on fait un petit peu ce focus sur les moteurs de recherche? C'est parce que c'est là que les internautes sont actifs. Donc, je dirais que sur l'acquisition pilotine, en dehors bien sûr du direct, 80% de notre trafic, c'est du trafic qui émane des moteurs de recherche. Donc, ces canaux d'acquisition sur les moteurs de recherche, vous le savez, la plupart d'entre vous, on va parler SEO et SEA. Pourquoi? Parce que déjà, stratégiquement, ils sont extrêmement complémentaires. On a un SEO qui va être relativement gratuit, même si on ne sous-estime pas les ressources qui vont être nécessaires. Mais le SEO, lui, va vous permettre de construire une stratégie de positionnement durable. Et en face de votre SEO, vous allez complémenter votre stratégie avec vos positions prises en SEA, en payant, parce que là, vous avez de la rapidité d'action, rapidité d'acquisition, vous avez un ciblage plus précis et bien sûr, un budget qui est maîtrisé. Donc, les deux vont vous permettre effectivement de piloter votre stratégie d'acquisition avec deux approches qui vont être différentes. On a deux cas de figure. Sur le canal gratuit, on va plutôt privilégier le contenu. Et sur le canal payant, on va plutôt travailler une page de destination nickel chrome, la fameuse landing page qui convertit. Et puis, bien sûr, Julien dira, mais même dans le payant, le contenu est important. Oui, bien sûr. Mais c'est juste pour distinguer qu'en canal gratuit, on va être clairement sur une stratégie de marketing inbound. Donc, on va vraiment miser sur du contenu qui va permettre de la conversion, alors que sur le payant, c'est votre landing page qui doit être faite pour convertir. Donc, on va y revenir un petit peu plus en détail. Donc, premier type sur le contenu. Là, normalement, le GID qui est déposé maintenant par Julien, vous le connaissez. Déposé, ça touche. Si vous avez le droit d'en parler, vous pouvez en parler autour de vous. Oui, on va en rappeler. Le principe du contenu, c'est un contenu qui est gratuit, intéressant et désintéressé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est pertinent, bien sûr, pour votre audience et qu'il est désintéressé dans son modèle économique, dans le sens où, bien sûr, il y a un objectif derrière, mais vous ne demanderez pas, vous ne solliciterez pas une carte bancaire, par exemple. On va faire la différence entre un contenu où il est nécessaire de s'inscrire avec une carte bancaire, même s'il est gratuit au départ. Là où il y a un modèle économique, ou certains freemium d'ailleurs, là, votre contenu est totalement désintéressé et non engageant. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'on définit un contenu GID. D'ailleurs, il y a un article, peut-être que Julien, tu voudras le partager. Donc ça, c'est le premier type sur le contenu. Je vais partager effectivement. Mais là-dedans, on retrouve effectivement les webinaires, les livres blancs, les tutos, les vidéos, les articles de blog qui sont très bien pensés en termes de contenu et tout ça. Ouais. Oui, on pense souvent en contenu, on pense souvent aux e-books, on pense souvent aux livres blancs. On n'est pas obligé non plus d'aller sur des formats aussi premium, puisque ce qui compte, c'est qu'ils soient extrêmement pertinents pour l'audience. Donc, on a, et c'est le cas par exemple sur le site, ça peut être parfois même des calculateurs, par exemple, fonctionnent très très bien. Tu parlais de Calliope tout à l'heure, le guide de certification Calliope, c'est un document Google Slide, mais voilà, qu'on a partagé. En soi, voilà, c'est pas forcément un e-book que vous avez fait sur InDesign qui vous a pris pour souvent aller chercher des idées, parce que souvent on se dit, putain, ça va être long, il va falloir faire plein de recherches, créer plein de contenu, mais il suffit juste des fois de regarder en fait les outils que vous avez déjà en interne. Vous avez sûrement des templates, des to-do, vous avez déjà fait des process, des choses comme ça, et des fois il suffit juste de les formaliser un petit peu, de mettre un petit peu de graphisme dessus, et pouf, ça fait un contenu premium hyper intéressant. Comme tu le disais, voilà, même nous on a fait un petit test de personnalité, un mode maturité digitale, on vous en reparlera après. On a fait effectivement des calculateurs, on peut faire une estimation sur le site de quels sont les montants auxquels on a le droit pour faire prendre en charge sa formation. C'est plein de trucs comme ça où les gens ils laissent leur mail à la fin et en fait ça génère des leads, ça donne de la bonne information, c'est gratuit, intéressant, désintéressé, c'est cool, quoi. Exactement. Donc on nous pose souvent la question aussi, où est-ce que je trouve l'idée
justement de mon contenu. Donc, le principe du contenu, c'est on va chercher à répondre aux questions que se pose votre persona. Donc là, moi, je vous ai mis un exemple qui est clairement mon préféré, puisque c'est le modèle UX Precia, c'est des spécialistes de l'UX. Là, c'est pareil, vous avez un lien à disposition. Julien, si tu souhaites le partager, sinon vous le trouverez en tapant simplement UX Precia. Il vous permet de construire vos personas avec des templates selon le secteur d'activité dans lequel vous êtes. Ils vous permettent aussi de construire derrière votre Customer Journey Mapping. Donc, l'idée, ça va être, à partir du moment où j'ai bien identifié quels sont ce qu'on appelle les fameux pain points, les frustrations un petit peu de mon persona, c'est à ça que je vais répondre. Et puis, bien sûr, après, vous pouvez utiliser les outils Google sur la SERP. On va effectivement chercher cette problématique et voir quelles sont les autres questions que les internautes se posent, ou aller chercher sur de la longue traîne, comme des outils tels que Answer the Public, par exemple. En général, on dit que sur un thème, sur un sujet, votre persona, il va toujours se poser 3-4 questions sur 3-4 prépositions classiques, les fameux CQQ, COQP. Il va se demander comment, il va se demander où, il va se demander quoi, ou qui. Voilà, mais ça va toujours être autour des mêmes questions selon le secteur sur lequel vous intervenez. Et puis en 3, bien sûr, on va commencer à parler à nouveau de page de destination. C'est le fameux quality score sur Google, puisque Google évalue lorsque vous faites une campagne payante en SEA, ce fameux trio gagnant de votre positionnement sur votre mot-clé, la pertinence de votre annonce qui contient votre mot-clé et la fameuse page de destination, comme je disais, qui doit convertir. En soi, on considère que ça s'applique aussi finalement en SEO, puisque vous allez positionner votre contenu sur un mot-clé et aussi lui-même sera sur une page d'atterrissage. Donc, si je vais un petit peu plus loin, on va passer justement sur cette fameuse étape d'activation. Grâce à cette page de destination, cette page de landing page, je fais juste une toute petite différence entre une page d'atterrissage, c'est une landing page en soi, c'est juste la traduction littérale. Mais dans le jargon, on pourra aussi faire référence à une landing page qui va être une page autonome, qui est cette fameuse page sans issue sur laquelle l'internaute se trouve. Mais voilà, dans l'absolu, ça peut être aussi bien une page de votre site qui est extrêmement bien construite pour convertir ou une page autonome et qui va convertir justement le visiteur en prospect et ensuite le prospect éventuellement en lead qualifié. Donc là, j'ai deux Julien et vous aussi normalement à l'écran. Il y en a un qui a 6 kilos de plus. Il y en a un qui a 6 kilos de plus. C'était avant l'entraînement. Parce que Julien, justement, a fait un petit tuto, si vous voulez à nouveau le consulter sur les modèles de landing page qui fonctionnent bien. Moi, je vais vous proposer un exemple que je trouve super bien fait parce qu'il coche toutes les cases. Voilà, c'est celui de Dropbox. Donc, il y a 3 parties finalement dans votre page de destination, landing page, qu'elle soit sur le site ou autonome, encore une fois. Vous avez un titre. Donc là, normalement, on va retrouver votre proposition de valeur, un sous-titre, bien sûr un visuel. Si c'est une vidéo, c'est encore mieux. On va avoir 2 CTA, 2 call to action. Et comme vous le voyez ici, c'est bien fait parce que les 2 CTA, on a cette inversion de couleur, certes, mais qui renvoie exactement vers le même contenu. On voit que les CTA sont bien faits, on utilise un verbe. On voit d'ailleurs qu'ils ont mis dessous la petite, ce que je vous disais, aucune carte bancaire requise. Donc là, on est clairement bien sur une approche GID. Et puis, la preuve sociale aussi. Là, par exemple, on voit ils ont utilisé directement sur le visuel, justement, un commentaire. Et on est au-dessus de cette fameuse ligne de flottaison, c'est-à-dire c'est tout ce que l'internaute voit à partir du moment où il n'a pas encore scrollé sur sa page. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont quand même mis la petite flèche, vous voyez, en bas à gauche, qui m'invite à aller voir la suite. Et ce que je trouve ensuite, sous la ligne de flottaison, c'est je réponds à nouveau aux problèmes des clients, donc je réponds aux problèmes de mon persona, comme on l'a dit tout à l'heure, les solutions que vous lui apportez. Je précise les caractéristiques de mon produit et les bénéfices pour mon persona, justement, pour mon client. Et puis enfin,
le bas de page, on va retrouver de la réassurance, on va retrouver de la preuve sociale et on va retrouver le CTA. Donc, vous voyez, on est sur une page où clairement, il y a un objectif, c'est convertir avec à chaque fois le même CTA qui renvoie vers la même proposition. Ouais, on sous-estime souvent d'ailleurs les preuves sociales. Dans les preuves sociales, vous allez avoir les témoignages clients. C'est encore mieux d'ailleurs si on voit la tête d'un vrai client, on voit ce qu'il a dit. Vous pouvez mettre vos notes sur Google My Business. Tout à l'heure, Sandrine montait un petit aperçu du Google My Business de Piloteam là, sur la partie SEO. Mais tout ça, c'est des éléments extrêmement rassurants pour la personne. Et la preuve sociale, en fait, c'est faire en sorte que d'autres personnes disent que vous êtes chouette. Parce que vous-même, vous pouvez dire je suis le plus chouette, je suis le meilleur, j'ai le meilleur produit, service. Mais quand c'est d'autres personnes qui en parlent, ça a beaucoup plus d'impact. Donc, à bien utiliser, effectivement. Exactement. Voilà, l'exemple, encore une fois, il est parfait. Si vous cherchez un modèle, vous pouvez utiliser bien sûr celui de Julien ou celui-ci parce que il coche toutes les cases. Et donc après, sur les étapes suivantes, activation, rétention, referral. Là, comment vous allez pouvoir piloter la conversion? C'est là qu'à un moment donné, les outils vont intervenir, puisqu'on va se parler de marketing automation, qui vont vous permettre d'automatiser les différentes étapes du cycle de conversion. Ça va être difficile de faire de la conversion si à un moment donné, on n'a pas un outil. Et c'est souvent là qu'on se rend compte que dans les étapes, peut-être, il manque quelque chose. Donc, c'est pour ça que je vous ai invité, face, vous, à votre tunnel de conversion, de poser les éléments que vous avez en face et comment, justement, vous les orchestrez. Ou avec quoi. Donc, le fonctionnement des outils, c'est les fameux 3B. Le bon contenu, au bon moment, à la bonne personne. Voilà déjà ce qu'un outil de marketing automation doit vous permettre de faire et c'est ce qui va faire toute la différence sur l'accélération de votre conversion. Deuxième chose qui est vraiment représentative d'un outil de marketing automation, c'est le fait de pouvoir évaluer la maturité d'un lead, d'un prospect. C'est de pouvoir scorer, parce que littéralement on score dans un outil de marketing automation, le nombre d'interactions que va avoir le prospect, le futur client avec la marque. Donc, on va évaluer. Effectivement, en français, il passe de prospect froid à prospect chaud. Sur les termes un petit peu plus marketing, comme on a vu tout à l'heure, il va passer du statut MQL à SQL. On parle de Marketing Qualified Lead à Sales Qualified Lead, c'est-à-dire le moment où le prospect va être mature, ça me gêne de parler des prospects comme un fruit, mais c'est un peu ça, suffisamment mature en tout cas pour passer dans les mains des commerciaux, de sorte que les commerciaux, au moment où ils interviennent, eux, leur objectif, c'est d'être sur un niveau de conversion le plus élevé possible. Il n'y a rien de plus frustrant que pour un commercial que de traiter un lead qui n'est pas suffisamment mature et de pas signer. Et puis, c'est le rôle aussi du commercial qui va intervenir avec sa propre valeur ajoutée de négociateur et bien sûr de signature de contrat. Et puis, l'autre rôle qu'il ne faut pas sous-estimer, bien sûr, sur les outils de marketing automation, ça va être le gain de productivité interne. Et à un moment donné, lorsque vous pilotez une croissance, effectivement, de votre structure, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin d'industrialiser un petit peu les processus. Et puis, comme je disais, l'augmentation globale de votre performance et de vos conversions, et donc de vos clients. Donc, les automatisations de base, de fait, il y en a deux. Alors, on va plutôt miser sur un maximum d'automatisation de conversion, mais bien sûr, on met aussi en place des automatisations de type efficacité. Alors, l'efficacité, ça va être quoi? Ça va être effectivement faciliter l'onboarding d'un client. Ça va être, on peut s'en servir aussi même en interne pour les collaborateurs. En tout cas, nous, c'est le cas. On peut traiter des réponses automatiques face à des candidatures. On peut garder le contact peut-être avec aussi nos partenaires. Enfin, voilà, il y a tout un écosystème qu'on va pouvoir animé. Et puis, sur la partie client, on va être plus précis sur notre ciblage, parce qu'on va être sur de l'emailing ciblé, on va être sur des outils qui permettent de la segmentation. On va pouvoir accéder à les sollicitations qui ont été faites via un formulaire. On va pouvoir renforcer les inscriptions à notre newsletter, répondre suite au téléchargement d'un contenu. Là, j'ai mis livre blanc, mais on a bien compris que les contenus pouvaient être de bien différentes sortes. L'inscription à un webinar, comme aujourd'hui. Et puis, à partir du moment où on a évalué un score suffisant, justement, on va pouvoir aussi, à ce moment-là, déclencher des nouvelles automatisations et des nouvelles démarches. On peut aussi s'en servir, bien évidemment, pour faire de la relance. Donc là aussi, ça va contribuer à notre conversion et aussi à la fidélisation.
Parce que c'est vrai que dans la thématique du webinaire du jour, il y avait en gros comment faire de l'acquisition et après pouvoir traquer, monitorer un petit peu tout ça et piloter vos leads. C'est vrai qu'on s'est posé pas mal la question avec Sandrine, notamment est-ce qu'on parle de Google Analytics, Tag Manager, tout ça. Comme vous le savez, niveau RGPD, en ce moment, ils sont en train de prendre un petit peu l'eau. Donc du coup, il y a des concurrents français, là, Matomo, il y a plein de trucs qui sont en train de sortir. Mais au final, en gros, quand on met en place un outil de marketing automation, et on va vous montrer tout plein d'outils juste après pour que vous puissiez, en fonction de ce que vous voulez mettre en place, le faire. En fait, un Google Analytics peut limite même ne servir plus à grand chose derrière. On peut s'en passer, parce qu'en général, une boîte pour piloter son business via le digital, elle a besoin de savoir, en fait, voilà, certes le nombre de visiteurs, mais surtout combien de leads elle a fait, elle va pouvoir les relancer. Et donc, en fait, on peut très bien se passer des outils de statistiques en mettant en place ce type d'outil-là, ce qui permet de piloter toute cette partie-là, quoi. Exactement. Normalement, toutes ces automatisations sont d'ailleurs disponibles dans un guide que Julien a aussi mis à disposition. C'est-à-dire qu'il a déjà créé toutes les séquences qui vont bien. Et ça fait gagner du temps aussi. Et donc, sur la partie revenus, qui est celle qui intéresse notre dirigeant avec le fameux chapeau, là aussi, on va piloter un tunnel, le tunnel de conversion commerciale, puisque le CRM va permettre d'identifier déjà les étapes de son processus de vente et puis justement de voir quelles sont les étapes où les conversions se font. Ça va aussi nous permettre bien souvent d'être plus fins dans nos prévisions de vente. Donc là, je vous montre un exemple qui est mon pipe. Juste pour dire qu'un pipe, il peut avoir autant d'étapes qu'on le souhaite, puisque ce sont les étapes qui doivent correspondre à votre processus commercial. Donc finalement, à chacun de définir son processus commercial. Ça peut être un processus commercial pour l'entreprise ou même dans l'entreprise, s'il y a plusieurs activités, il y aura peut-être plusieurs processus à définir. Donc là, voilà le CRM lui-même va me donner, là on commence à voir qu'il commence aussi à me donner de la data, puisque mon petit CRM, il va me donner mes conversions par rapport au nombre d'opportunités qui ont été ouvertes et qui ont été réellement signées. Donc là, par exemple, c'est les statistiques du mois dernier. Donc alors là, on voit qu'on a un très bon taux de conversion sur le tunnel de vente. Donc normalement, Julien est plutôt satisfait. Content. Mais Julien content. Voilà, sur 51 opportunités créées, on voit qu'il y a 14 opportunités, deals, transactions. Alors, voilà, selon les outils, les mots peuvent varier. Opportunités business qui ont été signées. 29 qui ont été perdues, certes, mais ça reste quand même un très bon taux de conversion. En général, même le but, après, avec ces outils, d'avoir des étapes de qualification en amont, c'est aussi de voir par rapport à tous ceux qui disent on a envie de travailler avec vous, il y en a certains, en fait, dont on peut pas, qu'on pourrait pas satisfaire, qui rentrent pas dans notre cible type. Donc après, il y en a certains, en fait, on peut juste pas leur répondre, et puis il y en a d'autres, on perd. Hein. On n'est pas infaillible, on peut pas gagner à tous les coups, effectivement. Exactement. Donc voilà, je partage aussi des modèles pratiques pour justement piloter ces conversions. Donc là, on commence à avoir déjà un petit peu plus peur, ça commence à piquer un peu les yeux, mais il ne faut pas, parce que c'est des templates qui sont toutes faites. Donc là, ce sont nos amis de Pledzi, puisqu'on est partenaire Pledzi, qui partagent avec plaisir, justement, sans jeu de mots, pardon, ces documents-là, et voilà, qui nous permettent de voir à chaque étape quel est notre niveau de conversion et voir où est-ce qu'on peut s'améliorer. Est-ce qu'on est en phase par rapport à ce qu'on avait prévu effectivement au début d'année? Donc ça aussi, voilà, Julien a partagé. Merci Julien, c'est top. Donc ça, vous pouvez vous le réapproprier et effectivement, regardez-vous construire effectivement votre template par rapport aux chiffres que vous aviez déjà constatés sur 2021. Et vous permettre de faire une projection par rapport aux objectifs que vous avez peut-être déjà fixés, que vous avez commencé déjà à monitorer, parce que voilà, on est déjà à la fin du premier trimestre pour voir où vous en êtes par rapport à ce que vous aviez réalisé l'année dernière et ce que vous êtes fixé comme objectif. Et de voir là où peut-être il va falloir que les opérationnels marketing interviennent. Si c'est le cas, on va mettre en parallèle nos indicateurs, justement, vous les retrouvez ici en haut de page, avec notre planning web marketing. Ici, vous voyez, j'ai mes chiffres mensuels et dessous, j'ai mes différents leviers, donc SEO, bien sûr,
le site web qui est toujours en évolution, ma partie SEA, backlinks qui va aussi concerner ma partie SEO. Et là, c'est là qu'on définit qui fait quoi. On va définir aussi, est-ce qu'il y a des investissements, on va définir quels sont les budgets, on va définir qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui va être le plus simple à faire, qu'est-ce qui va être le plus complexe à faire. Et ça va nous permettre de planifier aussi dans le temps et stratégiquement sur quoi on va investir pour rester en phase par rapport aux indicateurs qu'on s'était fixés, nos objectifs mensuels. Ça, c'est là aussi, on a une template aussi qui a été partagée. Donc ça, c'est clairement le plan marketing qui vous permet de piloter et mesurer la conversion et de mettre en phase votre stratégie web marketing et vos différents indicateurs, les fameux KPIs. Ouais, ces infos sont aussi hyper intéressantes parce qu'elles permettent de pas se mettre de connaître aussi sa saisonnalité. Parce qu'en fait, vous l'avez rendu compte dans tout plein de secteurs d'activité, l'activité elle est saisonnière. Et en fait, si on pilote pas ça, et c'est ce qu'on a fait nous pendant plein d'années chez Pilotine, on n'a pas du tout piloté. Donc du coup, on se dit ça marche, c'est génial tout ça. 2 mois après, oh là là, ça marche plus, c'est la catastrophe, machin. Après, oh ça remarche et tout. Et donc du coup, de piloter tout ça, de garder une trace, comme vous l'a montré Sandrine, ça permet aussi d'anticiper un peu la charge de travail. On sait que nous, par exemple, on a beaucoup de leads en début d'année. Après, ça se tasse un peu. Par exemple, en ce moment, c'est la période où ça se tasse un peu. Ça va reprendre juste après les vacances. Dès que les vacances vont terminer, boum, les gens vont se remettre en termes de leads. Et le closing, lui aussi, il est un petit peu étalé dans le temps. Pareil, notre prod. Et ça permet vraiment de pouvoir anticiper tout ça. Donc, c'est extrêmement important maintenant de piloter ça et de le suivre. Et ça nous permet d'être encore plus efficace dans nos actions marketing. Exactement. On n'était pas forcément très fan des chiffres, mais on se rend compte qu'à un moment donné, on est obligé. On est obligé si on veut pouvoir avancer un petit peu plus sereinement et dans une logique de croissance, bien sûr. Alors, vos meilleurs amis, en tout cas nos meilleurs amis et ceux qu'on propose pour piloter la conversion, ActiveCampaign, Pledzi, HubSpot, Webmechanic, je vais y revenir un petit peu plus dans le détail. Ce sont des noms que vous connaissez peut-être déjà. Il y en a beaucoup des outils de marketing automation. Là, je vous ai fait une extraction de G2, qui est justement un outil qui vous permet de benchmarker les différentes solutions. Donc, la première chose qu'on voit, c'est qu'il y a énormément de solutions qui existent sur le marché. Que si effectivement vous hésitez entre une solution et une autre, déjà vous pouvez aussi utiliser un G2 ou un Capterra pour définir vous quels sont vos critères selon la taille de votre entreprise. Est-ce que vous êtes B2B? Est-ce que vous êtes B2C? Et ça vous permettra déjà d'avoir un premier comparatif pour savoir qu'est-ce qui serait le plus adapté pour vous. Néanmoins, là par exemple sur une requête de marketing automation, on voit qu'il y a 2 solutions leaders que j'ai déjà évoquées qui sont HubSpot et ActiveCampaign. Donc, c'est celle qu'on va regarder ensemble un peu plus en détail. Et puis, effectivement, après, il y a pléthore de solutions. Donc, on retrouve HubSpot et ActiveCampaign dans notre top sélection et j'en ai ajouté une autre qui est Pledzi, puisque Pledzi est une solution française qui est… comment? Cocorico. Voilà, donc effectivement, ils sont là et ils sont en plus. La raison peut-être pour laquelle vous ne les avez pas vus sur g2.com, c'est que Pledzi est vraiment une solution de marketing automation, d'inbound marketing avec un algorithme intelligent qui permet vraiment d'être sur cette logique de renforcer au maximum votre acquisition et conversion de leads et qui va couvrir les différentes dimensions SEO, SMO, c'est-à-dire que Pledzi va vous aider à travailler votre contenu, va vous aider à travailler votre SEO, va vous aider aussi à travailler votre amplification sur les réseaux sociaux. HubSpot, c'est bien sûr, c'est le tout en un, c'est le all-in-one, all-inclusive, marketing et bien plus. On va retrouver absolument toutes les fonctionnalités intégrées, SEO, mais aussi le pilotage de vos campagnes payantes, SEO, SEA, et aussi SMO, amplification sur les réseaux sociaux, planification de vos posts. Et enfin, ActiveCampaign, j'ai envie de dire pour bien débuter, mais pas que, pour la suite aussi, puisque ActiveCampaign, c'est vraiment le cœur du réacteur de la solution CRM et Marketing Automation, mais qui va venir s'intégrer ensuite dans votre écosystème d'outils, effectivement, réseaux sociaux et autres solutions, grâce aux intégrations. Et en toute transparence, nous, par exemple, chez Pilotine, on utilise
Active Campaign, parce que il peut faire un peu usine à gaz, mais il permet d'aller très très loin et les budgets sont assez intéressants. Par contre, Pledzi va être le choix de préférence pour de la TPE-PME française qui veut vraiment performer sans se prendre trop la tête. Et HubSpot, là, c'est si vous avez les poches très profondes que vous pouvez y aller. Je vais essayer de faire des petites approches tarifaires, comme ça on aura une petite Ouais, idée. tu me diras. Après, on, on essaye toujours de préciser que on est assez agnostique au niveau des solutions. Ce qui compte vraiment, c'est de trouver la solution qui correspond le mieux à l'entreprise par rapport à là où elle en est, par rapport à ses moyens, par rapport à ses ambitions. Donc, il y a vraiment beaucoup de paramètres à prendre en compte. C'est difficile de dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Ça va effectivement dépendre des moyens et des objectifs, bien sûr. Mais comme disait Julien, ce qui devient intéressant sur ces solutions-là, c'est que toutes vont vous permettre d'accéder justement à un monitoring de statistiques, un petit peu décorrélé d'analytics qui est dans la tourmente depuis le 22 février, et de effectivement renouer avec la data dont on a besoin, que vous avez vu sur les indicateurs précédents, c'est-à-dire savoir déjà quel est le trafic sur votre site web. On va retrouver bien sûr les nouveaux entrants, leur comportement en termes de nombre de sessions, durée de session. On va être capable d'évaluer un niveau d'engagement comme on l'attend sur Analytics. On va bien sûr piloter sa génération de leads, de prospects, nos fameux MQL, nos fameux SQL qui sont nos opportunités clients. Et puis, piloter la performance de nos différents canaux, gratuits, payants. Trouver les supports qui convertissent. Et enfin, la fameuse performance commerciale, puisqu'on va piloter notre processus, nos prévisions, nos opportunités gagnées, nos opportunités perdues. Là par exemple, c'est une extraction de mon propre tunnel de conversion. Comme je le disais, l'avantage, c'est qu'à chaque fois, ça permet aussi de voir ce qui va bien, mais aussi éventuellement d'identifier à quels endroits on a besoin peut-être de renforcer un élément. Nous, c'est arrivé que sur le tunnel de conversion vente, par exemple, on fasse intervenir quelqu'un en préqualification parce qu'on se rendait compte qu'on passait trop vite d'une étape à l'autre. Donc, le taux de conversion n'était pas satisfaisant. Donc, on a rajouté quelqu'un pour préqualifier certains besoins. Donc, justement, Julien faisait mention des ressources et des moyens, des budgets que ça peut représenter. Donc, je vais essayer de donner une tendance en fonction de votre profil, de vos objectifs. Donc, normalement, si vous êtes vraiment au début de votre activité, vous avez un objectif, ça va être plutôt d'aller chercher du trafic. Donc, vous avez peut-être déjà un site, mais peut-être pas beaucoup de contenu. Le contenu, on a vu que ça prenait du temps, peut-être pas encore de base de données. Ou alors, vous êtes plutôt en situation intermédiaire, vous avez déjà un site ou un blog. Vous avez déjà quand même des contenus parce que, comme on disait, parfois, on n'a pas conscience des contenus qu'on a parce qu'un contenu, ce n'est pas forcément un super livre blanc, ça peut être des choses beaucoup plus simples. Donc, déjà, pensez à ce qu'on a qui peut être intéressant, pertinent pour notre audience. Et puis, on commence à avoir une base de données. Alors, une base de données, c'est quoi? C'est combien? Moi, j'ai une cliente, je me rappelle, à partir du moment où elle a eu 100 leads qu'elle traitait sous Excel, elle m'a dit, c'est plus possible, je peux pas continuer à travailler comme ça. Donc, une base de données, ça peut arriver assez vite, assez tôt. Et là, ça devient intéressant de commencer justement à s'outiller. Donc là, l'objectif, ça va être de convertir justement davantage, de générer des leads, puisqu'on commence à avoir cette base de prospects qu'on va pouvoir outiller et animer. Et puis, ou alors, on est peut-être expert, comme vous aujourd'hui. Vous avez un site qui est super opérationnel, qui génère déjà de l'acquisition de trafic. Vous avez des super contenus à forte valeur ajoutée. Vous avez une grande notoriété sur les réseaux. Super. Là, la question qui va se poser, c'est comment on fait effectivement pour mieux qualifier en amont et pour mieux convertir derrière. Vous êtes sur de l'organisation. Et par exemple, chez Pilotine, on est exactement passé par toutes ces étapes, puisque au début, on avait lancé un premier site vite fait, bien fait, et puis on se concentrait plutôt, on allait en off dans les réseaux d'entrepreneurs, tout ça, et c'est comme ça qu'on allait choper nos premiers clients. Après, on a fait une refonte du site internet, on s'est dit, allez, on va commencer à créer du contenu, on va faire notre blog, et on allait choper des idées à gauche, à droite, un peu partout. En gros, on piquait du contenu qu'on reformatait, qu'on publiait sur notre site, mais du coup,
en termes de référencement naturel, ça n'avait un peu ni queue ni tête, quoi. On était un peu dans tous les sens, on était référencé sur des mots-clés un peu bizarres. Et dernièrement, et on avait commencé à avoir un peu de traction à travers ça, on a mis en place de la pub sur Google Ads, on a commencé à faire de la prospection via les réseaux sociaux et pas mal de trucs. Et puis dernièrement, donc du coup, ça fait à peu près un an là, on a fait une refonte complète du site internet qu'on a vraiment orienté autour du SEO, donc avec des cocons sémantiques, gros travail sur les mots-clés, c'est-à-dire un mot-clé égale une page, égale un contenu, avec à chaque fois sur les pages eh bien, des appels à l'action pour aller télécharger des livres blancs, des choses comme ça. Grosse prospection aussi sur LinkedIn, mais très bon positionnement maintenant en référencement naturel sur les mots-clés stratégiques et des campagnes publicitaires très très orientées sur des mots-clés spécifiques. Et du coup, maintenant, on est plutôt sur ce stade expert. Mais bon, pour arriver à ce stade-là, on a été obligé un peu de faire les autres. Donc, il y a des moyens d'accélérer ça, mais en tout cas, ça se vit vraiment quoi, au quotidien. Exactement. Bah, pas plus tard qu'hier, on travaille effectivement sur la stratégie d'acquisition qui nous concerne sur la partie formation. Et donc, on mettait en parallèle la création de pages dédiées à certains modules pour le SEO et travailler spécifiquement pour le SEO. Et donc, d'ailleurs, Julien a partagé beaucoup d'outils lors du dernier webinaire SEO qu'on utilise nous-mêmes et qu'on complémente aussi avec une campagne SEO qui a démarré hier, justement. Donc, effectivement, on est dedans aussi au quotidien d'un point de vue opérationnel. Les fonctionnalités que j'imagine, vous pouvez attendre. Si vous êtes débutant, vous allez vouloir commencer à gérer effectivement du contenu, gérer des formulaires pour faire de la captation de leads. Vous aurez besoin de toute façon aussi, bien sûr, de faire de l'emailing, marketing, c'est la base. Et puis, avec le temps, comme je disais, vous allez commencer très rapidement à constituer une base de données. Donc, ça veut dire qu'il y aura un processus commercial qui va se faire, même s'il n'est pas encore posé. Chacun, finalement, quand il réfléchit, a un processus. Donc, après, le fait, c'est juste de le poser dans le système pour que ce soit un petit peu plus structuré et qu'on puisse y faire référence. On va commencer à s'intéresser aussi justement au tracking sur le site web, donc tracking statistique, quantitatif, mais aussi, on l'a vu, tracking comportemental. La segmentation des bases de données. On revient au 3B, le bon contenu au bon moment à la bonne personne. Personnalisation des contenus. Et on sait ô combien la personnalisation de l'emailing est super, super importante puisque vous êtes plus en proximité de vos clients. Le fameux scoring pour évaluer la montée en maturité et intervenir au bon moment et pas perdre de temps. Les workflows, nos fameuses séquences aussi qui nous permettent de gagner en efficacité et en conversion. Et puis, des outils de type drip marketing qui fonctionnent super bien, les pilotips par exemple, qu'on a sur le site qui vous permettent de mener des petites campagnes. On n'est pas sur de la newsletter mensuelle, on est au contraire sur des petits contenus hyper ciblés. Et puis après, quand on passe encore à la vitesse supérieure, vous allez vouloir gérer des campagnes en multicanal, vous allez vouloir faire de l'A/B testing, vous allez vouloir faire rentrer de l'intelligence artificielle avec du prédictif, probablement du conversationnel, vous allez préqualifier avec votre chatbot, vous allez vouloir peut-être faire des campagnes SMS et avoir des rapports encore plus détaillés sur votre performance. Alors, combien ça coûte comme je disais, je donne des prix indicatifs pour qu'on ait des échelles de valeur, mais ça dépendra vraiment toujours exactement de votre besoin, où en est votre base de données en termes de nombre de contacts actifs, le nombre d'utilisateurs que vous avez potentiellement dans votre société, et les outils n'ont pas forcément les mêmes façons de structurer leurs tarifs, donc il faut toujours bien vérifier. Regardez le besoin d'intégration, je parlais d'écosystème tout à l'heure, dont vous avez besoin, mais j'ai envie de vous dire, très débutant, celui-là j'ai été obligée de le mettre parce que Pledzi One, c'est une solution justement gratuite qui est assez récente, qui date de l'année dernière et que Pledzi met à disposition pour commencer justement à travailler et à faire de l'acquisition de leads sur la base de son contenu. Et puis sur un ActiveCampaign ou HubSpot, bien sûr, vous avez des versions d'entrée assez légères. Donc là, franchement, avec presque rien ou 40 € par mois, on peut déjà mettre un pied dans les outils de marketing automation. Quand vous allez passer au-dessus, on va passer sur ce qu'on appelle des plans supérieurs. Vous allez passer sur la vraie solution Pledzi ou sur un HubSpot Pro. Et là, comme disait Julien, vous voyez que les tarifs vont commencer à augmenter considérablement. Ça pique un peu plus. Ça peut piquer, donc c'est pour ça que c'est bien de se poser la question finalement dès le début.
parce qu'on peut se laisser tenter au départ par un outil ou un autre parce qu'il a l'air sympa, mais ça veut dire que ça va valoir le coup de se poser un petit peu la question de comment on veut faire évoluer les choses, parce que ça aura un impact aussi sur le budget qu'il faudra prévoir pour les mois et les années suivantes. Et puis, en mode expert, là, on va passer sur des plans supérieurs. Ça va piquer, mais à ce moment-là, on est expert. Oui, voilà, on a vraiment besoin. Et... Du coup, je vous ai partagé le lien vers Pledzi One, parce qu'on a ce qu'on appelle un fast pass. Via ce lien, en fait, vous pouvez avoir accès directement à la solution. Et en fait, c'est vraiment top là ce qu'elle vous a fait, Sandrine, parce que ça retrace vraiment entre voilà, au début, j'ai pas de besoin, je découvre. Et avec un Pledzi One, c'est juste gratuit. Et ce qu'on dit souvent, c'est que en termes de contenu, vous pouvez juste commencer avec un article de blog. Un article de blog, ça sera déjà un bon premier contenu dont vous pouvez parler, sur lequel vous pouvez envoyer des mails et tout ça. Donc, on peut commencer avec un article de blog. Bien entendu, si on peut avoir 4 articles de blog, si on peut commencer à avoir un petit livre blanc, à faire un webinaire et tout, c'est encore mieux. Mais là, on va passer au mode intermédiaire. Et c'est vrai que, donc du coup, on peut commencer à mettre en place des contenus à forte valeur ajoutée, mais peu, et commencer à quand même générer des leads avec des outils comme Pledzi One au tout début. Bien entendu, dès qu'on va passer en mode intermédiaire, on sera limité. Donc, c'est là où on va passer au Pledzi un peu plus costaud ou à ActiveCampaign ou HubSpot si on est déjà à cette étape-là. Et si on est en mode expert, alors là, c'est parti. Mais en gros, quand on débute, le plus important, ça va être d'être présent et d'avoir peut-être 1 ou 2 contenus. Ensuite, quand on est en intermédiaire, ça va être d'être très présent, de commencer à faire des campagnes dans tous les sens, de tester plein de trucs. Et là, il nous faut des outils un peu plus puissants pour pouvoir faire tous ces tests. C'est là où nous, on s'est équipé sur ActiveCampaign, par exemple. Et quand on est en mode expert, c'est qu'on a atteint une maturité. C'est que grâce à toutes ces étapes d'avant, on a accumulé tellement de données qu'on sait un peu plus qui on est, qui on n'est pas, quelle est notre cible, quelle n'est pas notre cible, enfin, tous ces éléments-là, et qu'on a besoin après d'avoir un vrai plan sur le long terme ou qu'on est directement une grosse structure qui veut se mettre tout de suite à mettre en place les bonnes étapes tout de suite dès le début. Mais quand on démarre en mode startup, l'étape débutant est excellente. L'intermédiaire, elle passe bien et c'est le bordel. Et par exemple, comme le disait Sandrine, on a le scoring là en intermédiaire. Et c'est à ce moment-là que nous, on a rencontré Sandrine. Où je l'ai dit tout à l'heure, elle avait beaucoup un gros score, la Sandrine, parce qu'elle participait à tous nos webinaires. On pilotait pas cette stat, mais on voyait bien que Sandrine, elle avait quand même un plus gros score que tout le monde, mais on n'en faisait rien à l'époque. Et après, en mode expert, on commence à se dire, bon, par rapport à un certain niveau de points, les personnes, on va les recontacter, on va leur envoyer des emails, on va leur envoyer des cadeaux, on va faire ci, on va faire ça. On va pouvoir piloter un petit peu tout ça. Mais donc, débutant intermédiaire, souvent on se concentre sur quelques contenus, mais très qualitatifs, un bon référencement naturel, c'est-à-dire que on veut choper 2-3 mots-clés très pertinents et on va tout faire pour être premier sur ces mots-clés-là en faisant des pages dédiées à ces mots-clés. On va optimiser le titre, la description, tout ça. En mode intermédiaire, on va rajouter des appels à l'action sur tous ces pages qui vont être bien positionnées. On va commencer à faire de la pub, on va commencer à faire de l'emailing, on va commencer à faire beaucoup, beaucoup de choses. Et une fois qu'on a suffisamment de stats, qu'on sait où on va aller, on lance la grosse Bertha et là, on passe en mode expert, effectivement. Donc, ça se fait pas en 2 temps, 3 mouvements, mais ça dépend de l'étape où vous en êtes, quoi. Exactement. Donc, l'étape plus de 2000 contacts, j'ai mis 2000 pour démarrer, hein, mais on va certainement, enfin, à ce stade-là, on a affaire à des bases de données qui se comptent en dizaines de milliers, hein. On va sur des bases à 50 000, 70 000, 100 000 contacts. C'est le cas de certains de nos clients, d'ailleurs. Ouais. Donc, comment on le planifie? Alors, on peut y passer très peu de temps, effectivement, si on est sur les premières versions que je vous ai présentées. Si on est sur quelque chose de plus costaud, il va falloir peut-être un petit peu planifier la mise en place de ces outils. Donc, pour démarrer, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une installation qui est normalement relativement simple. Si vous êtes sur un environnement WordPress, on va utiliser des plugins. On va faire un petit paramétrage de base. On va commencer à prendre en main les interfaces. Peut-être faire une formation à ce moment-là. Dans un deuxième temps, il va se poser la question d'intégrer vos bases de données. Donc ça demande un petit peu de préparation, de commencer à préparer vos templates peut-être d'emailing, templates de newsletter, mettre en place vos premiers workflows, mettre en place votre fameux processus commercial, hein, c'est ce qui s'appelle le pipe dans les outils CRM, mais ce sont réellement les étapes. Le next step, ce sera la prise en main par vos équipes. Là, ça peut demander effectivement aussi un petit travail de formation et d'adaptation aussi en fonction des feedbacks, des usages, etc. Et ensuite, on passe en amélioration continue. Ça veut dire que chez Pilotine, même au bout de quelques années d'usage, on est en permanence en amélioration continue aussi sur nos processus. Donc, il faut prévoir aussi un temps ensuite à accorder à la mise à jour de votre solution.
C'est ça, il n'y a pas de fin. Et en fait, un outil comme Pledzi One vous permet effectivement de faire le tout début parce que ça s'installe hyper facilement. Et en fait, ça permet juste de récolter toutes les stats. Vous savez exactement qui vient depuis le référencement naturel, qui vient depuis la pub, qui vient depuis LinkedIn, qui vient depuis je sais pas quoi. Et vous allez pouvoir calculer, avoir les taux de téléchargement de vos contenus puisque ça permet de créer aussi des formulaires. D'ailleurs, ils ont un plugin avec WordPress. Donc, tous ceux qui ont un site WordPress, ça s'installe vraiment en quelques clics. C'est hyper rapide. Donc, c'est des outils qui permettent de commencer la prise en main de tout ça. Et après, dès qu'on a besoin de l'emailing, d'avoir encore plus de rapports, d'avoir encore plus de trucs, bon, on passe aux versions suivantes. Mais pour commencer, c'est vraiment top. Et au début, vous pouvez tout faire tout seul, en fait. Souvent, on fait tout seul. Soit on se fait accompagner, on se fait un peu former, mais après, on fait tout seul. Et au bout d'un moment, quand on passe à l'étape un peu plus avancée, c'est là où on commence à structurer, soit prendre une personne en interne, soit prendre un mi-temps en externe, et ainsi de suite. Ça devient un peu plus costaud, mais on peut commencer tout seul comme un grand, avec des petits outils qui font très très bien le job et qui permettent d'avoir tout ça, quoi. Exactement. Je vous ai mis les approches tarifaires détaillées. Le but, c'est de se dire, à chaque fois, vous pouvez démarrer avec une solution, comme je disais, par exemple, light, et ça n'empêche pas que la solution ensuite évoluera avec le temps et en fonction de vos besoins, du nombre de contacts, du nombre d'utilisateurs, etc. C'est le cas pour toutes les solutions. Vous allez démarrer avec un plan et éventuellement passer sur un plan supérieur. C'est le cas pour ActiveCampaign, pour HubSpot ou pour Pledzi. Je crois que Julien a déjà partagé un maximum de liens dans la conversation, mais effectivement, sur ActiveCampaign, vous avez là, vous avez un lien découverte qui vous permet de tester aussi l'outil pendant au moins 2 semaines. Pledzi One, vous avez un fast pass sur cette solution qui est gratuite, donc je vous invite à l'utiliser parce qu'en plus l'interface elle est super sympa et recocorico encore une fois. Et puis je vous donne quelques petits outils de référence en plus pour se renseigner sur les outils de marketing automation. Il y a des livres qui existent. Donc, il y a la référence, qui est le bouquin du marketing automation, qui est là. Quand on produit du contenu, on s'intéresse souvent aux techniques de copywriting, AIDA, etc. Donc là aussi, il y a Jim Edwards qui est vraiment la référence sur comment produire du bon contenu impactant. Et puis Pledzi, c'est vraiment, étant la référence en inbound marketing, ils publient énormément de ressources qu'ils mettent à disposition sur leur site web pour vous donner tout un tas de clés, vous l'avez vu, et de templates aussi. Donc, pas hésiter à aller voir sur leur site tout le matériel qui est à disposition. Je crois quelqu'un qui est en train de poser une question. Oui, n'hésitez pas à poser vos questions parce qu'on arrive vers la fin. Mais si on revient un peu donc, sur donc ce webinaire, le but c'était de vous montrer aussi que l'acquisition, donc via le SEO, le SEA ou plein d'autres choses, c'est quelque chose d'extrêmement important et ça répond souvent aux problématiques de début, c'est-à-dire en mode, au démarrage ou en intermédiaire. Si je reviens un peu sur cette partie-là, voilà, débutant et intermédiaire, on a besoin de mettre en place justement du SEO, on a besoin de mettre en place du SEA et ça permet de démarrer un petit peu tout ça. D'ailleurs, quand vous êtes tout débutant, au début, on a 0 lead, enfin on a 0 visite même. Donc c'est pour ça que lancer une campagne de référencement payant dès le démarrage permet tout de suite d'acquérir des visiteurs et donc des leads. Donc pour ça, on recommande, nous, en général, chez Pilotine, de commencer avec des petites campagnes. Par exemple, 200 € par mois. Donc c'est-à-dire avec 200 € par mois, on va cibler quelques mots-clés très importants. Par exemple, chez Pilotine, on fait des sites WordPress. Donc plutôt que d'acheter le mot-clé agence web, on va acheter le mot-clé agence WordPress Lyon. Comme ça, on est sûr de capter les bonnes personnes. Si vous êtes expert comptable à Lyon 6, vous mettez expert comptable Lyon 6, ce sera beaucoup plus pertinent et ça limite le budget. Donc au démarrage, on fait petite campagne. Quand on voit que ça fonctionne bien et qu'on a un peu plus d'aisance financière, en mode intermédiaire, on peut augmenter le budget. Par exemple, chez Pilotine, au début, 200 balles, on est passé à 600, honnêtement, on fera pas plus. Après 600 €, on arrive sur des mots-clés qui ne servent plus à grand-chose et où le taux de conversion est moins intéressant. Par contre, du coup, on a appris un peu avec les mots-clés intéressants sur quoi on voulait se positionner. Et donc, c'est là qu'en mode intermédiaire, en général, on met un gros paquet sur le référencement naturel. En général, ça doit souvent passer par une refonte pour y arriver. Mais donc, en mode intermédiaire, gros référencement naturel. Donc, on va travailler ce qu'on appelle les cocons sémantiques sur le site. On va vraiment optimiser notre titre, notre description, nos contenus, nos H1, nos H2. On a fait d'autres webinaires sur le sujet du référencement naturel. Mais c'est à partir de ce moment-là, on a de la connaissance via Google Ads. On se met à fond en référencement naturel. Et après, on aura tellement de stats dans tous les sens que vous aurez aussi attaqué les réseaux sociaux ou autres, que là, tous les outils qui auront accumulé les données au fur et à mesure et que vous aurez piloté
ça sera une manne d'informations pour eh bien, mettre en place un petit peu tout ça. Donc, en général, on commence par le SEA, on complète avec du SEO et vu qu'on apprend, on va améliorer les référencements naturels au fur et à mesure. Après, on a suffisamment de leads et suffisamment de stats pour y aller franco et vu que vous connaissez bien, en général, après, ça fonctionne bien. Et effectivement, on a Ouais. une question. Alors, Sandrine, la question pour toi, c'est la base d'une bonne campagne SEO et de marketing automation n'est-elle pas d'avoir un site internet qui tient la route? Oui, ben juste, et puis elle évoquait le fait du budget conséquent. Comme je disais, on dit que le SEO est gratuit. En réalité, il est gratuit par opposition au fait qu'il n'y a pas d'achat de captation de leads ou de clics. Mais en réalité, le SEO, oui, bien sûr, il va demander du temps, il va demander de la ressource. Et en soi, c'est un investissement. Je ne sais pas si je dirais un budget, mais un investissement qui est conséquent et qui va prendre du temps. Donc, qui a l'avantage d'être durable, donc qui est un impératif si on veut pouvoir exister dans le temps. À un moment donné, il faudra investir cette ressource-là. Mais comme vient de le préciser Julien, l'impact le plus court-termiste, ce sera le SEA, pendant que le SEO fait son travail. Donc, c'est pour ça qu'on parle de complémentarité des deux, puisqu'on va chercher à stratégiquement savoir où est-ce qu'il faudra se positionner SEO et effectivement, prévoir le temps de se placer effectivement. Mais en parallèle, si on veut faire une acquisition rapide de leads, ça passera de toute façon par le SEA. C'est assez rare de ne pas avoir d'investissement de SEA. Nous, c'est le cas. Et moi, je prends souvent comme référence Amazon, qui est franchement en termes de SEO, l'impact de leur site, il est juste toujours absolument phénoménal. Mais ils ont toujours 2% d'acquisition de leur trafic qui émane du SEA. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais oui, c'est très bon point. Le SEO est gratuit, mais il demande de l'investissement. Ouais, après, donc du coup, nous, quand on était en mode débutant, on avait fait un petit site, je sais pas, le coût estimé en interne, il était peut-être de, je sais pas, on va dire les 5 000 euros, 5 000 euros à l'époque. Bon, c'est notre métier, donc du coup, forcément, on se le fait un peu moins cher, quoi. Mais le site était pas trop mal, mais comme je disais, en termes de stratégie de contenu, ça allait dans tous les sens ou autres, et donc c'était surtout via le référencement payant, le SEA, qu'on pouvait attirer du monde et via ce qu'on faisait un petit peu avec les réseaux sociaux. Au final, la grosse refonte qu'on a fait, qui nous a énormément aidé en référencement naturel, parce que maintenant, on est très bien positionné sur les mots-clés agence WordPress, WordPress Lyon, création de site WordPress, tous les mots-clés très importants. Maintenant, on est positionné dans le top 3 sur ces mots-clés-là. Là, la refonte complète qu'on a fait dernièrement, même avec grosse image de marque et tout, on est plutôt dans un budget dans les 20 000 euros. Donc, effectivement, le site un peu costaud qu'on a aujourd'hui, il a un certain coût, mais à l'époque, on se débrouillait pas trop mal non plus quand on était en mode intermédiaire avec un site qui était plutôt dans les, allez, on va dire maximum dans les entre 5 et 10 000 euros. Mais il y avait eu un gros investissement surtout sur du contenu, qui allait certes un peu dans tous les sens, mais qui permettait de tester. On testait les mots-clés, on testait pas mal de formules. Et on avait commencé à greffer du coup les fameux outils de marketing automation à ce moment-là. Et c'est ça qui est assez vertueux, hein. C'est qu'il faut commencer tout de suite avec des petits outils, par exemple avec Pledzi One, là, la version gratuite, puisque vous allez accumuler de la donnée qui vous dira maintenant ça vaut le coup d'y aller. Mais honnêtement, notre site, on l'avait fait d'un certain type et on avait juste ouvert le capot, on avait rajouté un petit peu de marketing automation, donc on n'avait pas fait une refonte complète. Ça nous a permis quand même de grimper, enfin, de passer une étape supplémentaire, de passer un cap. Et après, une fois qu'on a vu que notre truc c'était devenu un peu Frankenstein, c'est là où on s'est dit, bon, on refait tout propre. Mais on peut quand même, sur la base d'un site existant, rajouter ces briques de données, de captation de données, de statistiques, avec par exemple des outils de marketing automation. Et comme ça nous donne beaucoup d'informations pour après se dire, bon, là maintenant c'est le moment d'y aller, mais on peut commencer avec le site que vous avez actuellement. Il n'y a pas besoin de faire une refonte à 20 000 balles tout de suite pour le mettre en place. Nous-mêmes, on a fait un petit Frankenstein, mais ça marchait très bien, hein. Mais au bout d'un moment, voilà, on s'est dit, il faut passer à la suite. Alors, n'hésitez pas à poser d'autres questions, à poser toutes les questions qui vous passent par la tête par rapport à ce qu'on a vu, ou si vous voulez plus d'informations sur le référencement naturel, sur le référencement payant ou autre. Je vois la question, c'est est-ce que c'est le budget classique, une refonte à 20 000 euros? Ça dépend. Donc nous, on accompagne, par exemple, les budgets chez nous, ils vont entre 8 et 50 000 euros. 50 000 euros, c'est le site où il y aura le RP, le CRM, ça sera du multilingue, du multisite, ça devient un peu costaud. En général, c'est pour la grosse PME, ETI. Sur de la TPE, on peut faire des trucs vraiment très chouettes qui vont être synchronisés avec des outils de marketing automation à partir de 8 000 euros. Donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. S'il y a un espace ressources, s'il commence à mettre plein de fonctionnalités, ça devient de plus en plus lourd. Mais un site vitrine très bien fait, sur mesure, avec son identité graphique, propre, efficace, un site un peu média avec du contenu,
optimisé pour le référencement naturel, ça peut commencer un peu plus bas. En dessous, si vous descendez en dessous de 8 000 euros, là, on a des partenaires avec qui on bosse, mais là, ça sera du site vitrine, on va dire simple, utilisant un template. Donc là, on est plutôt sur la phase débutant, intermédiaire, qui est intéressante. Là-dessus, on va plugger du marketing automation, on va accumuler la donnée, et après, on passera au truc un peu plus costaud, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions pour Sandrine. Est-ce que Sandrine, tu as d'autres choses à rajouter par rapport à la présentation? Ou tes meilleurs tips en SEO et SEA, tiens, vu que c'était quand même un peu le sujet du jour aussi. Je crois que SEO, on l'a dit, parce qu'on a parlé du GID. Donc, c'est difficile de trouver un autre type, je pense, meilleur que celui-là. Moi, j'en ai un que je peux partager en tout cas sur les SEO. Ouais, vas-y. C'est vraiment, alors tu l'as déjà dit, mais il y avait le fameux truc là sur, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vais le repasser, c'était en lien avec le score de qualité. Donc le score de qualité, ça va être quelque chose d'important à garder en tête. En fait, on peut considérer que il faut que votre page soit optimisée vraiment pour un mot-clé. Par exemple, nous, si on veut être présent et premier sur le mot-clé Agence WordPress Lyon, il n'y a rien de mieux que de créer une page qui s'appelle Agence WordPress Lyon. C'est sûr que ça va fonctionner, ça fonctionnera encore mieux là-dessus. Donc, il faut que votre mot-clé, il soit vraiment identifié et qu'il soit, ça soit un mot-clé de niche. Ensuite, il faut que là, l'annonce, quand on est sur du Google Ads, bah, ça va être votre page. Ça va être votre page, et bien, il faut que l'annonce, elle soit en lien avec le mot-clé. Donc, il faut que sur votre page, vous parlez à fond de agence, de WordPress, de Lyon, si vous êtes dans la thématique. Si vous êtes sur un autre métier, bah, vous raconterez un peu ce qui est en lien avec votre mot-clé. Et la page de destination, par exemple, sur Google Ads, si on fait le parallèle avec le référencement naturel, bah, ça sera l'appel à l'action. Ça sera le truc qu'on trouvera à la fin. Donc, c'est-à-dire qu'on va parler d'agence web Lyon, machin, et à la fin, nous, par exemple, chez Pilotine, on partage un template prêt à l'emploi pour faire le cahier des charges de son site web. Donc, la page est Agence WordPress Lyon. On parle dedans de plein de trucs en lien avec les agences à WordPress et à Lyon et machin. Et à la fin, le call to action, ça va être un template prêt à l'emploi complètement gratuit qu'on met à disposition. Et comme ça, les gens qui le téléchargent, bah, on est en contact avec eux. Et après, souvent, ça déclenche des projets de site web. Voilà, et Kenzo qui pose une question. Ouais. Kenzo, est-ce qu'il y a un nombre de mots minimum pour une page? Parce que si on fait une page par mot-clé, c'est énorme en termes de rédaction. Alors, qu'est-ce que tu réponds à ça, Sandrine? Qu'est-ce que je réponds à ça? Bah, Kenzo, j'ai envie de te dire, il y a des standards, effectivement, de minimum, mais qui évoluent et qui vont être aussi très variables selon ton secteur d'activité et tes concurrents. Donc, si je te donne des standards, je vais te dire, bah, à l'origine, tu fais une page qui doit faire, allez, 300 mots. Strict minimum, si tu veux commencer. Mais on a une norme qui est plutôt en train de passer sur les alentours de 600, 800, 1200. Mais dans l'absolu, ça ne veut pas dire grand-chose parce que ça va dépendre où sont tes concurrents. Donc, la meilleure des choses à faire, c'est de jeter un coup d'œil tout de suite sur un mot-clé qui est placé de façon organique, j'entends, résultat naturel, qui est placé. Et là, tu jettes un coup d'œil au contenu. Et là, tu vas voir tout de suite la dimension de leur contenu. Et toi, si tu cherches à te placer à terme, ça va prendre un petit peu de temps, mais ça veut dire que ton contenu, bah, il doit être plus long, il doit être plus dense. Et quand on parle de contenu, on parle bien sûr de texte, puisque là, on parle de mots, parce que donc j'imagine que tu fais référence à la rédaction, mais il va y avoir de l'image, peut-être qu'il va y avoir de la vidéo. Donc, la meilleure des choses à faire, c'est regarder tes concurrents, parce que si tu veux passer dessus, il faudra faire plus et mieux. Ouais, il y a aussi les backlinks. Il y a aussi les backlinks en général. Donc, s'il y a 10 qui parlent de lui, bah, toi, il faut que tu en aies 11, quoi. En gros, il faut faire mieux que les autres. Alors, une autre question. Le SEO scoring de WordPress est-il fiable? Donc, je pense que tu parles de Yoast SEO ou autre, avec les petits boutons rouge, orange, vert, les petits feux de couleur. Qu'est-ce que tu en penses, Sandrine, des petits feux de couleur? Alors, je pense que c'est un excellent indicateur pour améliorer vos pages. C'est pas ça qui fera la différence par rapport à votre position concurrentielle dont on vient de parler. Par contre, Yoast va repérer des critères techniques sur lesquels il va effectivement vous attendre. J'ai envie de dire, vous pourrez peut-être pas toujours être tout vert parce que Yoast va même évaluer la facilité de lecture de votre texte. Est-ce que vos phrases sont suffisamment courtes pour qu'ils soient compréhensibles? J'avais pris un exemple là-dessus sur un article que j'avais fait sur l'informatique quantique. Yoast trouvait que mes phrases n'étaient pas toujours compréhensibles. Effectivement. Donc, on va considérer qu'on rédige quand même à un moment donné pour le lecteur, pour l'internaute,
et on va utiliser Yoast comme un guide pour s'assurer quand même que les attendus techniques soient au rendez-vous. Vous serez quand même le meilleur juge du rendu littéraire de votre écriture. On n'écrit pas que pour les robots, on écrit quand même aussi pour le lecteur. Enfin, ce sont deux stratégies qui peuvent être différentes. Nous, on prend plutôt le parti de rédiger pour celui qui va lire, et on va être attentif quand même à une bonne conformité technique. Ce qui veut dire que parfois, s'il y a du orange, c'est pas dramatique. Il faudra regarder sur quoi ça se situe. Globalement, on les connaît, les bases du SEO. Il faudra bien travailler vos titres. On sait que depuis le dernier algorithme, il faudra bien travailler vos H1 aussi. Peut-être faire attention à la façon dont votre métadescription apparaît, pas pour le SEO, mais la façon dont l'internaute va accéder à votre contenu, etc. Attention s'il y a du rouge, j'ai envie de dire. Ouais, en fait, ces trucs de couleurs, c'est pour vous éviter de faire des grosses bourdes. Ouais. Mais sinon, en soi, vous pourriez avoir un site tout rouge et être le premier partout, hein. Mais si vous connaissez bien les bases, donc en gros, c'est monter en compétence sur le référencement naturel. Et ensuite, ça permet effectivement d'éviter les bourdes. Effectivement, dès que tout est rouge, on peut se poser la question en disant, est-ce que j'ai pas fait une erreur? Comme ça, on vérifie. Si au final, vous voyez que vous avez tout nickel et qu'il n'y a pas d'erreur, c'est bon. Mais en général, si c'est tout rouge, c'est qu'il y a une petite erreur. Mais le orange ou le vert est souvent très, très acceptable. Mais il suffit que voilà, vous soyez un peu monté en compétence en référencement, que vous connaissiez les bonnes pratiques. Et après, en général, ceux qui sont assez bons, assez calés en référencement naturel, ils regardent même plus les petites couleurs, mais au moins ça permet de détecter au cas où il y a une grosse bourde à côté de laquelle on soit passé, quoi. Julaya pose une autre question. Faut-il en tenir compte pour retravailler le contenu de la page? Bon, sur les petits feux, donc je pense qu'on a aussi, bon, on a répondu. On a répondu, c'était pas mal. Donc là, on a pas mal parlé de référencement naturel. Et sur la partie Google Ads, bon, on avait parlé un petit peu. Ça serait quoi, toi, tes tips, Sandrine, sur la partie Google Ads? À quoi il faut vraiment penser, faire très attention? Sur la partie Google Ads, mon tip, mais je sais que c'est un peu toujours une ambition parce que nous-mêmes, on n'en est pas encore exactement là, mais quand on veut vraiment être précis, c'est de se dire, si je fais une campagne, j'ai un mot-clé, finalement, avec une annonce et une page de destination. Ça serait voilà, la précision chirurgicale du SEA. Donc, en général, vous verrez que Google va avoir tendance à proposer beaucoup de mots-clés. On a bien souvent envie d'en mettre plein pour aller chercher plein de positions, mais ce ne sera pas pertinent, on ne sera pas en phase avec ce que tu as rappelé là, le quality score. Donc, il faut plutôt se dire qu'est-ce que je peux éliminer, qu'est-ce que je peux même retirer, parfois exclure comme mot pour être le plus précis possible. Yes. En tout cas, pour terminer cette petite session, donc avec Sandrine, on a bossé sur un test de maturité digitale. Donc c'est un petit questionnaire, un petit quiz. Vous répondez à 8 questions et ça vous permet de voir dans quelle catégorie de web marketeur vous situez. En gros, pour savoir un petit peu votre niveau par rapport aux autres, on a séparé la population des web marketeurs en plusieurs typologies. Comme ça, vous voyez un petit peu à quel niveau de maturité digitale vous êtes. Ça vous permet de voir un peu si vous êtes vraiment au top ou un peu le chemin qui vous reste à faire. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien qui est ici, qu'on mettra aussi sur le replay, qu'on mettra en description. Ça va vous permettre de vous tester et de voir un peu voilà, le niveau qu'il faut encore atteindre si vous voulez arriver jusqu'au bout. Et bien sinon, j'ai plus qu'à tous vous remercier. Merci beaucoup Sandrine pour ta présentation et tous tes éclaircissements. J'espère que vous allez tous pouvoir mettre en place maintenant le plan stratégique qui va bien en fonction de ce que Sandrine vous a présenté, en fonction de l'étape où vous en êtes. Donc encore un grand merci Sandrine pour tout ça. Ça s'est bien passé pour toi? Ça va pour ton premier? Ouais, top, merci. Puis ça fait tellement plaisir de voir des gens qu'on connaît. Et puis merci aussi pour les questions. C'est cool. Moi, j'espère surtout que ça vous a plu, hein. Voilà. Et que vous avez appris des choses et que vous allez surtout pouvoir passer à l'action et appliquer. Donc j'ai plus qu'à vous souhaiter une chose. C'est une excellente journée. Il y a d'autres webinars qu'on va proposer prochainement là sur le mois d'avril et de mai. Donc je vous mets le lien aussi en commentaire si vous voulez participer aux webinars. Il y en a qui vont être spécifiquement dédiés aux bonnes pratiques en termes de marketing automation. Il va en avoir d'autres sur le référencement naturel. On va en avoir prochainement sur la partie RGPD, plein d'autres choses. Réseaux sociaux aussi, comment performer avec les réseaux sociaux, Facebook, Insta, LinkedIn ou autres. Donc si c'est du sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, encore un grand merci Sandrine. Merci à tous et excellente journée. Merci à tous. Bon appétit.